Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Jérôme Guedj, député PS de l'Essonne. Bonjour Jérôme Guedj. Bonjour Patrick Roger. La pression sur le gouvernement sur la réforme des retraites avec la nouvelle mobilisation, l'Assemblée nationale sous haute tension. Est-ce qu'il y a trop d'excès et d'outrance dans les débats entre parlementaires? C'est ce que nous allons évoquer avec vous, Jérôme Guedj, et nous reviendrons aussi parce que nous sommes le 13 février sur Ilia Halimi, puisque c'est un 13 février qu'il avait été torturé du côté de Sainte-Geneviève-des-Bois, et vous êtes député de l'Essonne. Les débats donc autour de cette réforme des retraites jusqu'à vendredi à l'Assemblée, ensuite ça ira au Sénat. Ce qu'on a retenu la semaine dernière, c'était quand même un peu le chahut. Est-ce que vous déplorez en fait ça? Moi, tout ce qui éloigne de la discussion essentielle, qui est de montrer tout le côté néfaste de cette réforme des retraites, tout ça, c'est pas ma tasse de thé et je le réprouve. C'est-à-dire que il y a eu en effet une sorte de montée en tension de part et d'autre. Faut dire les choses comme elles sont. Il y a une ambiance assez délétère à l'Assemblée nationale en ce moment. Et donc moi, je souhaite que dans la période qui s'ouvre, dans cette deuxième semaine, on puisse revenir au fond des dispositions et principalement de ces 2 années d'impôts sur la vie qui sont prélevés sur tout le monde. 2 années d'impôts. Bon, oui, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Il n'y a pas d'autre terme. Ils nous disent, il n'y a pas d'autre solution. Vous savez, c'est les Margaret Thatcher de la réforme des retraites. Margaret Thatcher, elle disait, there is no alternative. Et là, depuis le début des débats, on nous dit, il n'y a pas d'autre solution que de prendre 2 années de travail supplémentaires sur tous les gens. Et ben justement, dans les jours qui viennent, peut-être dès ce soir, nous, on a des séries de propositions. Notre contre-réforme, c'est de dire, nous avons d'autres moyens pour équilibrer le régime des retraites. Je ne conteste pas qu'il y a un déficit, il est temporaire, il n'est pas abyssal, il n'est pas dramatique, et si on répartit mieux l'effort sur les grandes entreprises, sur les super profits, sur le capital, sur des exonérations de cotisations sociales, on pourra y revenir, qui ne servent à rien, on peut équilibrer sans fracturer le pays aussi. Voilà. Oui, mais est-ce qu'on peut le faire sérieusement à l'Assemblée nationale, tenir ce débat sérieusement, Jérôme Guedj? Bruno Le Maire, ce matin sur RTL, dénonce justement la France insoumise. Il dit elle bloque et elle empêche la tenue d'un débat démocratique, la France insoumise. Qu'est-ce que vous lui répondez? Non mais là, depuis le début, on a fake news sur fake news. On va revenir sur les soi-disant grandes avancées sociales de ce texte. Chaque jour, on se rend compte que tout ça, c'est du pipeau, que ça se vide. Je pense aux fameux 1200 € de retraite minimum pour tous les salariés, pour tous les retraités. On nous avait dit, regardez, on va en bénéficier. Puis depuis la semaine dernière, justement parce que des experts comme Michael Zemmour, des journalistes, des politiques sont allés décrypter ça, on se rend compte que c'est vide et ça a donné lieu à cette séquence. Il y a des failles, quoi. Ça a donné lieu à cette séquence pathétique hier d'Olivier Véran qui pédalait dans la semoule et qui arrivait pas à expliquer que ils ont dit le contraire depuis le début. Donc oui, c'est possible d'avancer dans le débat. Est-ce que c'est possible compte tenu de l'amoncellement des amendements de vos collègues de la France insoumise? Alors, vous savez, il y a d'abord eu le choix du gouvernement de recourir à une procédure législative qui limite dans le temps les débats. On a commencé le 6 février et ça doit s'arrêter le 17 février à minuit. Pour réformer les 50 prochaines années, cette dizaine de jours à l'Assemblée, cette cinquantaine de jours au total, c'est une provocation. Et je vais ajouter un autre élément, parce qu'on l'a peut-être pas forcément vu. Quand on s'est rendu compte qu'il voulait limiter dans le temps le débat, nous on a fait la proposition, nous socialistes, on avait ce qu'on appelle une niche parlementaire, c'est-à-dire une journée, jeudi dernier, qui était consacrée. On a dit, c'est plus important de débattre des retraites, on est prêt à décaler notre niche parlementaire. Le gouvernement a refusé. Quand on a vu que on souhaitait avancer, on a proposé de siéger samedi et dimanche. Voilà. Et le gouvernement, il a refusé 3 jours de débat supplémentaires. Donc vous voyez, l'obstruction, elle n'est pas toujours là où on croit. C'est que d'une certaine manière, ils ont peur aussi. Ils ont peur qu'on avance dans cette discussion. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a quand même un peu d'obstruction ou pas par vos collègues de LFI? Non, tous les amendements qui ont été déposés, évidemment, le chiffre, il peut paraître impressionnant. Oui, c'est à chaque fois des amendements. C'est pas des amendements d'obstruction. Elle n'a pas de sens, l'obstruction. Dans le débat parlementaire, dans la tactique parlementaire, dans l'histoire, on fait de l'obstruction quand on veut gagner du temps pour permettre justement à ce que la mobilisation puisse se déployer dans le pays. Là, ça peut pas être le cas puisque de toute façon, le débat s'arrête à l'Assemblée le 17 février. Mais si on se concentrait sur les amendements essentiels, non? C'est ce que nous avons commencé à faire et c'est ce que je souhaite que nous fassions cette semaine.
en se concentrant en effet sur les propositions alternatives de financement. Et sur l'article 7, sur l'allongement de départ. On va y arriver à l'article 7. Parce que Laurent Berger dit c'est inspectable, lamentable et on ne va pas pouvoir aborder cet article 7. Qu'est-ce que vous lui répondez? Moi, je suis en phase avec Laurent Berger, avec Philippe Martinez aussi, qui disent c'est logique et on avait prévu depuis le début de pouvoir débattre de cet article 7. Simplement, on veut pas le faire en enjambant les autres dispositions. Vous voyez, en ce moment, on est en train de débattre, là aussi, une des mesures dont ils nous disent « Ah, regardez, c'est formidable ». Ça s'appelle l'index senior. Qu'est-ce que c'est? Le problème principal en France, c'est que le taux d'emploi des seniors, c'est-à-dire que les entreprises, passées 50 ou 55 ans, elles se débarrassent de leurs salariés. Mais rendez-vous compte, si on augmentait actuellement le taux d'emploi des seniors en France, c'est que 56% des 55-64 ans qui sont à l'emploi. Voilà. Si on augmentait de 10% ce taux, voilà, en le passant à 66%, en Allemagne c'est 71. Il n'y aurait pas besoin de faire cette réforme des retraites. Or, cet index senior, c'est quoi? C'est juste obliger les entreprises à compter le nombre de seniors qu'ils ont dans leur entreprise, et avec des sanctions qui sont homéopathiques. Donc moi, je veux qu'on prenne le temps de dire comment on fait pour augmenter réellement l'emploi des seniors. Oui, voilà. Mais Jérôme Guedj, est-ce qu'on va arriver quand même à aborder cet article 7 qui est fondamental pour vous, visiblement? On va dans le déroulé. Je vous disais, après cet index senior, moi je souhaite qu'on puisse aborder toutes nos contre-propositions de financement, et ça je pense que c'est quelque chose dont ils n'ont pas envie, parce que ça dit une chose, ça dit qu'ils ne veulent pas partager différemment les richesses qui existent dans ce pays. Je vais vous prendre qu'un seul exemple. Oui, mais l'article 7, répondez-moi, vous allez y arriver ou pas? On va y venir, et moi je souhaite que nous puissions ouvrir le débat sur l'article 7. Mais je voulais terminer sur un exemple qui pour moi est très parlant. Les gens vont parfaitement comprendre. On nous dit qu'il y a 12 à 15 milliards de déficit du régime des retraites à l'horizon 2030 et que ce serait catastrophique. Et pour fonder cette hypothèse, le gouvernement dit c'est sur la base d'une projection de chômage à 4,5%. Je souhaite qu'on arrive uniquement quasiment au plein emploi. Mais vous savez que si on arrive à ce chiffre, à ce moment-là, il y aura un excédent de l'assurance chômage de 16 milliards d'euros. Donc vous voyez bien qu'il y a une contradiction dans l'argumentaire du gouvernement. Il nous dit qu'il y a un déficit de l'assurance vieillesse, mais dans l'hypothèse où on a un chômage qui permettra d'obtenir un excédent de l'assurance chômage, il suffit que l'un compense l'autre sans qu'on ait besoin, encore une fois, de faire ces 2 années d'impôts supplémentaires sur la vie. Je pourrais vous parler aussi de la taxation des super-profits. On a encore eu les chiffres qui ont été donnés ces derniers jours sur ce déficit conjoncturel. En allant prendre une part mesurée, temporaire de ces super profits, on arrive à équilibrer le régime d'assurance vieillesse. Il y a des cotisations sociales qui ne sont pas payées parce que depuis des années, on a exonéré toute une série d'entreprises ou de hauts niveaux de salaire de ces cotisations sociales. Il suffit juste qu'on revienne, qu'on discute mesure par mesure. Vous voyez, il y a 80 milliards d'exonérations de cotisations sociales en France. Parmi celles-là, elles sont pas toutes efficaces. Voilà, il y en a certaines, par exemple, entre 4 000 et 6 000 euros. Qu'est-ce que vous répondez aussi à ceux qui disent oui, mais si on ne fait pas ça, nous ne serons plus compétitifs parce qu'à l'étranger, chez nos voisins européens, on travaille plus tard. Et puis quand on regarde notre balance commerciale, c'est un record de déficit. Donc on ne s'enrichit plus, la France. On n'arrive plus. 160 milliards de déficit. La France crée chaque année des richesses. C'est un fait. Le problème que nous avons, c'est que nous ne les partageons pas. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'elles s'endettent aussi? Dans les 4 dernières années, le gouvernement a décidé de se priver d'un certain nombre de ressources. Je pourrais vous parler de l'impôt de solidarité sur la fortune, mais il a fait le choix idéologique, politique, de supprimer cet impôt. Il a décidé de moins taxer les revenus du capital que les revenus du travail. Mis bout à bout, l'ensemble de ces mesures, elles ont appauvri l'État. Et que si on était simplement au niveau des impôts qui existaient en 2017, notamment des impôts d'une minorité, l'impôt du capital, l'impôt des plus hauts revenus, l'impôt des dividendes, si on était au niveau qu'on a connu il y a 4 ou 5 ans, on n'aurait pas besoin d'aller chercher ces ressources sur le dos des travailleurs, parce que c'est de ça dont il faut parler. J'ai utilisé le terme d'impôt sur la vie, il n'y a pas d'autre terme. Les gens ont senti dans leur tripes qu'on venait, chacun, les aides-soignantes, les carreleurs, les caristes, les gens de la logistique, tous ceux qui ont fait
tourné le pays, notamment pendant le Covid qu'on a applaudi, vous savez, les fameuses deuxième lignes, c'est eux qu'on va mettre à contribution. Et parmi eux, singulièrement les femmes. Vous savez que sur les 18 milliards d'économies que le gouvernement veut faire avec cette réforme, on a estimé que pour les 2 tiers, c'était les femmes qui y contribuaient. Oui, voilà. oui. Bon, vous nous avez parlé effectivement de ces impôts qui avaient été mis en place à l'époque par les socialistes. C'est eux aussi, avec Touraine, qui ont proposé les 43 années d'annuité. Mais on n'a pas besoin de revenir sur ça. Là, la barrière d'âge, de 62 à 64 ans, ça c'est un choix idéologique. Vous savez quoi d'ailleurs? Emmanuel Macron lui-même, c'est pas si vieux. En 2019, lui-même disait... Ce serait hypocrite de repousser de 2 ans l'âge légal avant qu'on se soit attaqué à ce fameux chômage des seniors. Donc vous voyez, les meilleurs contradicteurs de leur réforme, c'est eux-mêmes. Ils disent tout et son contraire. Chaque jour, un ministre contredit un autre ministre. Et parfois, ça arrive que les ministres se contredisent entre eux. Jérôme Guedj, vous êtes un politique expérimenté depuis quelques années. Quand vous voyez, par exemple, Thomas Porte qui écrase un ballon avec à l'effigie du SOPT ou une poupée à l'effigie d'Elisabeth Borne qui était pendue donc ce week-end aussi sur un char à Marseille. Qu'est-ce que vous dites sur ces... Est-ce que c'est du dérapage? Est-ce que c'est quoi ça? Comment vous qualifiez ça? Je réprouve. Il n'y a pas d'autre terme. Je réprouve pour la simple raison, c'est que on peut combattre des idées, on peut combattre des projets. On n'a pas besoin pour le faire de s'en prendre aux personnes. Et les violences, même symboliques, nous éloignent du cœur du sujet. Donc c'est absolument contre-productif. La preuve, c'est que ça donne des arguments à nos adversaires qui déplacent le débat sur ces questions-là au lieu de s'attaquer au vrai cœur du sujet. Donc épargnons-nous tous ces... les 15 jours d'exclusion, c'est justifié pour... Alors ça, pour le coup, non. Vous voyez, c'est non, parce que là, on est dans un délire procédurier. On peut pas avoir exclu pour ces faits qui se sont passés en dehors de l'Assemblée nationale de manière aussi forte que ça avait été fait il y a 3 mois ou il y a 2 mois, quand un député du Rassemblement national avait prononcé des propos racistes dans l'Assemblée nationale. C'est pas possible de mettre sur le même point. Moi, je désapprouve, je réprouve, mais là, on est dans un délire de sanctions qui atteste, à mon avis, de la fébrilité de la majorité relative présidentielle. Oui, un mot aussi sur le sujet du vieillissement. Je sais que vous avez travaillé et que vous avez remis un rapport en fait sur ce sujet. Est-ce que avec le débat aujourd'hui sur la réforme des retraites, on a oublié ce volet qui est particulièrement important pour la population française qui vieillit en fait de plus en plus quoi. Et... Merci d'en parler parce que il y a une sorte de 2 poids 2 mesures. Il y a une sorte de focalisation sur ces 2 ans de plus et puis on oublie. Vous-même vous focalisez sur ces. Non, mais je veux dire, c'est le gouvernement qui, je me focalise pour le combattre. Et on oublie que par ailleurs, Emmanuel Macron lui-même avait promis une loi grand âge et autonomie, et tout ça est passé aux oubliettes. Et je vais faire le lien entre les 2 sujets parce qu'on l'oublie trop souvent. Vous savez que en France, les retraités actifs après leur retraite, ils contribuent, ils sont utiles à la société. Chaque semaine, les retraités, qui sont des grands-parents pour une grande partie d'entre eux, ils gardent autant les petits-enfants que tous les modes de garde, les crèches, les nounous, etc. Ils participent à la vie associative. La moitié des associations en France, elles tournent grâce aux retraités. Les conseils municipaux, la vie politique locale, dans les villages, dans les petites villes. Si vous décalez de 2 ans, si vous dites aux gens vous devez rester 2 ans de plus au travail, c'est quoi? Comment on remplace pour la garde des enfants et des petits-enfants? Et aussi, et ça fait le lien avec la question que vous posez, cette génération pivot des retraités, elle s'occupe à la fois de ses enfants et de ses petits-enfants, mais pour une partie d'entre elles, elle accompagne, et c'est heureux, c'est les fameux aidants, leurs propres parents qui parfois sont touchés par la perte d'autonomie. Donc, on va se priver de cette ressource, de ce lien social, de ce bénévolat, de ce lien familial. On va pas s'en priver, on va rapporter 2 ans. 2 ans, mais 2 ans, vous allez vous priver. Est-ce qu'à due concurrence, on crée des postes d'aide à domicile pour accompagner les gens, et c'est vrai, vous avez raison, que à côté de ça, on a complètement oublié la question du grand âge, de l'autonomie, alors même que l'affaire Orpea a mis un gros coup de projecteur sur les carences, les béances de ce secteur, alors qu'on a besoin de créer de l'emploi, qui est pas délocalisable, dans les EHPAD notamment, on s'est rendu compte qu'il manque de personnel pour avoir une qualité d'accompagnement des personnes âgées. Il nous reste 1 minute. Vous allez, en sortant de ce studio, aller à Sainte-Geneviève-des-Bois. C'est en région parisienne, dans l'Essonne, pour une cérémonie d'hommage à Ilan Halimi, parce qu'il a été séquestré, torturé, un 13 février. Nous sommes le 13 février, 13 février 2006. Après 24 jours. Il est important de souvenir de cela et de ce moment, et de rappeler que l'antisémitisme tue. Exactement.
Exactement. Vous savez, Ilan Halimi, c'est malheureusement le premier d'une longue série de Français juifs qui ont été tués depuis 2006. Après, il y a eu l'école Ozar Torah à Toulouse, l'Hyper Cacher, Sarah Halimi, Mireille Knoll, et se souvenir du nom d'Ilan Halimi, en effet, qui a été enlevé et séquestré pendant 24 jours et qui a été retrouvé agonisant un 13 février 2006 à Sainte-Geneviève-de-Bois, c'est extrêmement important parce que derrière ça, de se dire que ce combat contre l'antisémitisme, il est d'actualité. Le combat contre toutes les formes de racisme est absolument indispensable, absolument précieux, mais il y a une singularité de l'antisémitisme qui justifie qu'on se mobilise à travers le souvenir évidemment et aussi la détermination à déconstruire les stéréotypes. Vous savez, Ilan Halimi, il a été séquestré au nom d'un stéréotype vieux comme le monde, qui était de dire les Juifs ont de l'argent et donc on va le kidnapper et on va obtenir une rançon. Alors que je le rappelle, il était vendeur de téléphonie dans le 12e arrondissement, le malheureux. Oui, merci Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.